Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le CRFMV en jazz, avec Marie-Josée Lonval. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre podcast du CRFMV en jazz. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Google Play, sur Spotify aussi. Je sais que plusieurs d'entre vous se branchent un peu partout au Québec, au Canada et à l'extérieur. On en profite pour vous dire un beau bonjour si vous saviez à quel point on apprécie votre présence. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec, je l'appellerai, une véritable porte-parole du CRFMV, une femme militaire qui a bénéficié des services du CRFMV, qui n'hésite pas non plus à en parler à son entourage. Bonjour Sabrina Tremblay-Gagnon, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sabrina. Quand je t'appelle porte-parole, c'est que j'ai su entre les branches que toi, tu as bénéficié de nos services. On va voir plus loin là, qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer les gens du centre de la famille. Mais je sais que tu en parles avec beaucoup de générosité. Donc, je veux te remercier pour ça. C'est d'ailleurs pour cette situation-là qu'on s'est retrouvés sur le même chemin, toi et moi. Tout d'abord, avant de parler de tout ça et d'aller dans le détail, je pense que ce serait bon de te présenter un peu aux gens qui nous écoutent. Toi, tu es issu d'une véritable famille de militaires. J'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours, mais de ceux qui t'ont précédé aussi. Oui, moi, je suis militaire, mais je suis aussi enfant de militaire également. Mais mes parents étaient militaires toutes les deux. On a eu quelques mutations, puis j'ai fait quelques écoles primaires également. Ensuite de ça, sérieusement, j'ai essayé de ne pas joindre l'armée, mais j'ai vraiment eu l'appel en joignant la réserve. Puis ensuite de ça, j'avais besoin de défis. Puis mon petit frère a eu la même chose, qui est militaire également. Puis j'ai marié un militaire, puis je fais... Mes enfants sont des enfants de militaires, comme j'étais avant aussi. Sabrina, je sais que la première fois quand tu es entrée dans la réserve, c'était en 2007. Tu es entrée dans la régulière, là, dans les forces armées, en quelle année? J'ai joint régulière en 2012. Je vais expliquer pourquoi nos chemins se sont croisés. Dernièrement, Sabrina, tu as reçu la médaille des familles militaires pour expliquer aux gens. C'est comme une pièce de monnaie qui est gravée. C'est super beau là, avec un militaire qui tient dans ses bras un petit enfant. Ça, c'est un cadeau que le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier donne pour démontrer toute notre reconnaissance auprès des personnes qui ont contribué là, de façon significative à l'esprit des familles militaires, à parler de nous. Toi, tu as reçu cette médaille-là, puis j'ai trouvé que c'était tellement beau, comment tu as été présenté par ton supérieur immédiat, quelqu'un d'impliqué, quelqu'un qui est un leader positif. J'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce qui t'a amené au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier et aussi à en parler. Bien, premièrement, là où on a le plus utilisé un centre de la famille, ça a été lors de notre mutation à Trenton, où qu'on a vraiment réalisé qu'il était là, qu'il faisait partie de notre équipe à nous, si on veut. Là. Parce qu'en Ontario, on n'avait pas de service dans notre langue. Puis, en réalisant qu'il était là, ben ça a vraiment réglé plein de problèmes. Un de nos enfants avait besoin de support en travail social. On a eu, dans vraiment un délai plus que raisonnable, eu des services de travail social dans notre langue maternelle, ce qu'on n'était pas capable d'avoir dans la ville où on était à ce moment-là. C'est quand on est muté aussi là, dans une province extérieure, dans le fond, que la nôtre, là, on est dépourvu de nos repères, puis on connaît pas la ville, on connaît pas les services, on sait pas ce qui se passe, puis ils sont là, puis ils ont des listes déjà prêtes, puis ils ont des références de confiance à nous donner, puis ça, c'est vraiment agréable. Fait que c'est vraiment là qu'on a réalisé qu'ils étaient là pour nous autres, là. Donc, ton conjoint militaire, tu fais partie d'une famille militaire, comme tu nous l'expliquais tantôt, et tu as un enfant, tu es belle-maman, c'est ça? Oui, mon conjoint a un enfant qu'on s'occupe quand même la majorité du temps depuis une dizaine d'années, puis on a une fille ensemble de 8 ans. On est des parents temps plein aussi. Quand je m'imagine deux parents militaires qui ont des enfants, là, je me dis, mais comment vous faites? Comment vous faites s'il y a des déploiements, s'il y a des cours à l'extérieur, comment vous vous arrangez? Faites-vous de la magie ou vous avez un entourage
béton ou encore c'est le CRFM qui vient à votre secours quand ça arrive? On a eu besoin de CRFM un peu plus quand nos enfants étaient petits, quand on avait besoin des garderies, quand on avait besoin d'avoir une gardienne, puis on ne connaissait pas le coin. C'est plus là qu'on en a eu besoin. Mais là, pendant les déploiements, ma fille, elle a utilisé le service Oasis. Là, ça s'appelle les pros du départ. C'est les pros de l'absence. Les pros de l'absence, c'est ça. Oui. Fait que non, on est inscrit à ça pendant le déploiement en conjoint, puis ils ont vraiment donné beaucoup d'outils aux enfants, puis pour aider à surmonter le départ, puis du fait que les enfants puissent s'entraider aussi entre eux, là, moi je trouve ça vraiment bien. Là. J'aurais vraiment aimé ça avoir ça aussi là, quand moi j'étais enfant, fait que ça a été quelque chose qui a évolué aussi là, avec le temps. Toi, en tant qu'enfant de militaire, tu l'as vécu aussi probablement l'absence, tu as vécu probablement aussi les mutations. Est-ce que tu trouves que ça donne un point de vue privilégié pour accompagner ton enfant? Tu sais par quoi elle a passé, là? Oui, puis ça lui donne des repères aussi. Là. C'est plus facile de comprendre un peu qu'est-ce qui passe au travers. Là. Ta formation au sein des Forces armées canadiennes, toi, tu es sur le service 5e ambulance. Quelle formation as-tu reçue et est-ce que tu l'as reçue de la part des Forces armées? Oui, moi j'ai eu toute ma formation qui a été fournie par les Forces canadiennes. Je suis technicienne médicale, ce qui nous faisait faire une attestation d'études collégiales en soins préhospitaliers d'urgence. Puis on a des formations aussi sur la base de Borden qui fait en sorte qu'on a plus de capacité, dans le fond, juste qu'un ambulancier, chapeau à eux, là, mais qu'un ambulancier a sur la route. On est un petit peu plus au niveau des services de santé. On travaille beaucoup tout seul aussi. On est formé pour travailler tout seul sans les médecins ou à distance. C'est un métier qui a besoin de beaucoup de pratique puis d'expérience pour être capable de s'adapter aux différentes situations, puis de savoir quand est-ce que j'ai besoin d'aide, quand est-ce que j'ai pas besoin d'aide, puis de développer notre autonomie aussi. Là. C'est vraiment, vraiment des beaux défis. Puis c'est comme être à l'école tous les jours. Là. Tu peux penser que tu sais quelque chose, puis le lendemain, ben la science a prouvé d'autres choses, ou il y a eu des preuves de d'autres choses. Puis la beauté du corps humain, c'est que le corps humain, il s'adapte à tout. Fait que oui, on est chanceux là, de faire le métier qu'on fait, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Il n'y a pas moyen de tout savoir. Ça n'existe pas. Les déploiements que tu as eus, est-ce que c'était en tant qu'intervention, soins infirmiers? Là, est-ce que tu t'es retrouvé, par exemple, au front, sur les lignes de tir, à faire des interventions là, sur le terrain? C'est-tu comme ça que ça s'est passé? Non. Mais j'ai déployé en Irak il y a quelques années. Le mandat, depuis que l'Afghanistan est terminé, le mandat du Canada, on fait plus de l'entraînement, puis on fait plus du mentorat pour aider les pays à faire partie des Nations unies. Fait qu'on on fait beaucoup d'apprentissage. Puis autant dans les différentes missions qu'on fait, là, pas juste celle que j'ai faite, là, puis pour tous les métiers au complet, on fait beaucoup d'entraînement. Puis là, ça fait un petit bout qu'on est là. Puis là, on est rendu à superviser des instructeurs pour qu'ils deviennent autonomes, pour être capable de former le monde, puis créer un système concret puis stable pour eux autres. Là où j'étais en mission, c'est que moi, je supportais une unité qui était là pour former les gens dans leur propre métier. Là, je supportais les ingénieurs de combat parce que le camp où on était, il n'y avait pas de médecins. On était sur un camp espagnol, puis on avait juste des médecins espagnols. Fait que j'étais là pour être leur autorité médicale, si on veut, sur place pendant le camp. Est-ce que vous créez des liens, tu sais, quand vous êtes déployé à l'extérieur, là, comme là, tu disais avec le camp espagnol, il y avait des Irakiens qui étaient là. Est-ce que vous repartez de là avec, je ne sais pas moi, des adresses, des numéros de téléphone, on s'échange? Est-ce qu'on crée des liens amicaux où on demeure un professionnel qui vient donner une formation et repartir ainsi? Jusqu'à quel point on est impliqué émotionnellement quand on se déploie comme ça? C'est sûr que les gens autour de nous, là, peu importe la nationalité, ils deviennent notre famille un petit peu, là, puis ils deviennent notre support moral quand on déploie. Puis c'est certain, avec les Espagnols, c'est un petit peu plus difficile puisque je ne parle pas du tout espagnol. Mais j'ai changé de camp aussi, puis j'ai travaillé avec d'autres pays. Puis j'ai encore des amis avec qui que je parle encore là, après les années là, qui viennent de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de la Grande-Bretagne. Puis c'était tous des médics en plus. Là, les gens
les gens que je suis restée en contact. Fait que ça c'est super intéressant. C'était vraiment une belle opportunité là, que ça j'ai eu. Des invités passionnants, pertinents. Le CRFMV en jase, c'est pour la communauté militaire, leurs familles, leurs proches. Bref, ça jase de nous. De retour dans quelques instants. La capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com/Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Quand tu as reçu ta médaille, là, c'est la première fois que je te rencontrais, puis on est allé sur la base militaire, on est allé à l'endroit où est-ce que vous êtes, c'est où est-ce que vous êtes posté. Est-ce que c'est là que vous allez à tous les jours quand vous travaillez? La bâtisse qu'on était quand j'ai reçu, c'est la bâtisse qui est en face de là où je travaille normalement. Notre unité est un petit peu divisée. Dans le fond, on a une partie de l'unité qui est plus clinique, une autre partie qui est plus entraînement, déploiement. On supporte les entraînements, puisqu'il y a des entraînements qu'il faut qu'il y ait un intervenant ou il faut qu'il y ait un technicien médical sur place pour qu'il ait le droit de faire tel type d'entraînement, vu que ça présente certains risques, fait qu'ils demandent qu'on soit sur place. Ensuite de ça, puis on a toute l'équipe de logistique, puis des gens qui nous supportent, là, les mécaniciens qui répandent aux ambulances, tout ce qui est système informatique, tout ce qui est fait. Ça, toute notre unité est divisée, mais le bâtiment où on était, c'était un bâtiment où on entrepose nos ambulances en ce moment. Bon, ça m'amène à ma prochaine question. Les ambulances que j'ai vues là-bas, je pense qu'il y en avait 2, 3 ou 4, là, elles répondent à qui? Tu sais, c'est des urgences quoi sur la base, autour? Est-ce que ça concerne les civils ou est-ce que c'est militaire? Comment ça fonctionne, ça? Nous, on répond juste aux militaires. C'est sûr qu'au Québec, on a la loi du bon samaritain qui est toujours de répondre au meilleur de nos compétences par rapport à la situation. On ne laissera pas quelqu'un mourir. Là. Tout ce qui est intervention d'urgence, là, on peut le faire. Mais nos ambulances sont vraiment pour l'entraînement avec l'armée, pour les interventions immédiates. On a tout le matériel à l'intérieur pour être capable de donner le même service qu'une ambulance, puis être capable de garder la personne en vie le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'elle voie un médecin. Est-ce que, avec la formation que tu as, si du jour au lendemain, tu disais, c'est pas le cas, là, mais si tu disais, moi, je veux aller travailler au civil, je veux aller travailler pour un hôpital de Québec, est-ce que, avec la formation que tu as, tu pourrais le faire? J'aurais quand même des cours à suivre. Ce serait pas une équivalence d'un à l'autre. On a le diplôme d'ambulancier qui est le soin de préhospitalier d'urgence, mais les compétences sont vraiment différentes, puis c'est pas aussi reconnu que si on faisait une fois de temps en temps d'ambulance sur la route là, avec les vrais ambulanciers, mais ce serait pas difficile d'accomplir le cours qu'il y avait à faire. Là, autant, on a travaillé avec Op Laser, avec Opération Laser, on est allé dans les CHSLT, on était des gens qui ont été super. Les membres qui ont été là se sont tellement bien adaptés et ont été capables de prendre soin des gens. Ça a vraiment été extraordinaire là, de voir comme les médics qui se sont adaptés au métier de préposé bénéficiaire puis infirmière auxiliaire là, à certaines limites là, pour aider aux soins puis donner un support. Ça a été, écoute, médiatisé dans le sens où on savait tous que l'armée avait été appelée pour venir en renfort dans les CHSLD. C'était au plus fort de la COVID, là. C'est pas terminé, mais c'était vraiment, il y avait un pic, là, il y avait une urgence, évidemment. Mais ce qui se passait à l'intérieur, on ne le voyait pas. Les caméras n'entraient pas dans les CHSLD, on ne sait pas de l'intérieur comment ça s'est passé. Comment tu pourrais nous décrire cette expérience-là? Ça a été un gros défi. Ça a été un gros défi pour tout le monde. Puis, il a fallu se revirer de bord assez vite. Là. Je pense qu'on a déployé en 36 heures. On était rendu en formation. On était parti à Saint-Jean, sur Richelieu. Ensuite de ça, on a eu nos CHSLD qui ont été assignés. On n'avait pas de date de retour à la maison. Les limites, les consignes sanitaires. Comme ça, on n'entendait pas ça assez souvent. Étaient encore assez nébuleuses puis vagues. Puis que là, il y avait
il y avait des règlements d'un bord, qu'il n'y avait pas de l'autre, c'était différent. Fait que ça a été ça a été beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements. C'était dur pour les familles aussi parce qu'on n'avait pas de date de retour non plus quand on déployait. Là, personnellement, j'ai été là 75 jours. Là. Mais travailler dans les CHSLD, de mon côté, ça a été vraiment une super expérience. Là. On entend beaucoup des mauvaises histoires là, des préposés bénéficiaires, plus qu'on en entend des belles. Puis j'ai tellement rencontré des gens qui étaient extraordinaires, puis des exemples d'êtres humains là-bas. Puis ça a été une belle expérience aussi là, grandissante là, pour d'aider les gens. Puis on s'attachait là, aux personnes âgées, puis même s'ils n'étaient pas tout le temps nécessairement dans la même année que nous, là, il y avait quand même leur histoire, il y avait quand même leurs besoins. Puis ça a été toute qu'une aventure. Là. Il y a eu des obstacles psychologiques à travers ça. Puis ça a été difficile sur le moral aussi de voir la misère qu'il y avait là, mais de mon côté, en tout cas, on a eu du monde qui ont travaillé fort. J'avais une super équipe de TechMed avec moi. J'aurais pas pu demander mieux, honnêtement. Puis on s'est tenu les coudes serrés, puis on a passé au travers en étant capable d'aider notre propre communauté. Fait que ça aussi, ça a été quelque chose de bien. Sabrina Tremblay-Gagnon, tu as presque 32 ans, tu es une jeune maman. Là, tu dis Opération Laser, ça a été quand même 75 jours, mais ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait prévoir d'avance, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à un jeune enfant. Si maman part, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle revient, comment on installe ça avant le départ? On a tellement des enfants géniaux, sérieusement. Là. La manière que je leur ai apporté ça, c'est qu'on était les familles des gens qui pouvaient pas voir leur famille. Puis, on était là pour être le support, on était là pour être le moral. Nos enfants, ils étaient vraiment empathiques là, envers la situation des gens qui étaient là, étonnamment. Là. Oui, ils s'ennuyaient, là, mais nous, à la maison, on dit quand on s'ennuie, c'est parce qu'on s'aime, sinon on s'ennuierait pas. Fait que c'est toujours bon signe de s'ennuyer. Puis on est en 2021, on avait toujours l'opportunité de se parler sur téléphone. Puis chez nous, on s'ennuie parce qu'on s'aime, puis on s'ennuie pas tout seul, on s'ennuie en équipe. Puis ça fait partie de nos philosophies. C'est très, très beau. Moi, j'en prends note. Je trouve ça beau et vraiment joliment dit. Quand on a commencé notre entretien tout à l'heure, je disais, Caroline, c'est le fun parce que toi, ta famille, les enfants, vous avez bénéficié de différents services au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, mais aussi dans d'autres CRFM à travers le Canada. Quand tu en parles à des gens autour de toi, là, en fait, à qui en parles-tu? C'est-tu des gens proches de toi ou si c'est des gens qui ont l'air d'avoir besoin d'aide? Est-ce que, de quelle façon tu abordes ça aux gens autour de toi? L'avantage avec le centre de famille à Valcartier, c'est qu'il y a énormément de services qui est offert. Là, puis demander de l'aide, ça prend pas mal plus de courage que de vivre ses problèmes tout seul. Là. Ça fait partie un petit peu aussi de mon travail là, de référer aux bonnes ressources. Fait que c'est déjà un réflexe qu'on a. L'avantage que j'ai avec le centre de ressources familiales, c'est que je les ai utilisés, fait que ça aide à les connaître. Ils ont aidé mon couple aussi. On a même été en thérapie, les deux ensemble, puis ils ont fait partie du processus de résolution, là, puis ça aide, du processus vraiment rapide. Ça a été quand même rapide avant d'avoir un service. Là, on a été chanceux. C'est dur, c'est quand même dur à croire, là, même en ce moment, là, où que tous les services sont à bout. Puis ensuite de ça, on est comme des abonnés. Je disais ça aux enfants hier, là. J'essayais de leur expliquer qu'il faut travailler en équipe, là, parce que des fois, les enfants, ça ne leur tente pas d'aider. Là. Mais je leur disais que il y avait des gens dans mon équipe aussi, comme l'autobus scolaire, qui est clairement dans mon équipe, qui me fait gagner 1 heure le soir. Que j'ai le centre de la famille qui est mis à là les pros de l'absence aussi. Quand on envoie du courrier, là, c'est là qu'on va, c'est là qu'on se présente. Ils ont tout le matériel nécessaire, là, même les collants qu'il faut mettre dessus. Et puis on est même accompagné. Il y a quelqu'un qui nous aide à emballer nos boîtes. Là. C'est super génial. Là. On n'a pas le droit de se plaindre. Là. C'est toujours un plaisir. Nous autres, on est là. Puis, dans le fond, le podcast sert à ça aussi. C'est que
par gêne ou parce qu'on nous connaît pas. Il y a des gens qui viennent pas nous voir, tu sais. Puis des gens comme toi, Sabrina, tu sais, qui disent, ben regarde, moi, j'ai bénéficié de tel service, c'était super cool, c'est pas gênant, tu sais. Puis quand ça vient d'une amie ou quand ça vient d'un collègue de travail, ça passe mieux des fois que la personne du centre qui arrive qui dit, bonjour, je viens vous parler de nos services, tu sais. Mais par toi, tu sais, une amie, une proche, ben je pense que c'est ça, être porte-parole, puis c'est ça, vanter nos services, mais de l'intérieur. Puis je te remercierai jamais assez pour ça. C'est extraordinaire ce que tu fais. Oh, absolument. Mais tu sais, ils donnent des pamphlets, puis ils donnent j'ai des aimants là, sur le frigidaire. Je sais pas combien de fois je les ai pris en photo pour les envoyer à quelqu'un d'autre, là, les pamphlets qu'ils font. Là. Il y a beaucoup de conjointes, des fois, ils vont être un peu plus gênés là, d'y aller. Puis moi, chapeau aux conjoints des militaires qui arrivent dans des endroits, dans des villes où ils n'ont plus de famille, où ils n'ont plus de repères, ils ont vraiment juste le conjoint, là, des fois. Là, puis ça prend du courage là, pour faire ça. Ils ne savent pas là, ce qui va arriver avec lui là, quand ils sont rendus là-bas. De mon côté, moi, je trouve que le centre de la famille, il est là pour eux, pour les aider. Ils arrivent de quoi? Ils sont tout seuls, ils sont déployés, ils sont dans un endroit, pas de repère. Ben, si c'est le centre de la famille, c'est un super réflexe parce qu'ils ont tous les services qu'ils ont besoin. Les conjoints de militaires ont ça en commun. Là, c'est là où la militaire là, qui rentre dans les forces armées canadiennes, mais toute la famille suit aussi en arrière. Fait faut que tout le monde soit à la fois résilient, le goût de l'aventure, il faut pas mal que ce soit familial aussi. Puis je pense qu'elles font bien ça, effectivement. Chapeau à tout le courage dont elles font preuve. Ça, c'est admirable. Puis, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Sabrina Tremblay-Gagnon, un exemple dans les Forces armées canadiennes. Ça a été un plaisir, premièrement, de te rencontrer, de faire ta connaissance. C'était dans un contexte super le fun où on te remettait la médaille pour les familles militaires. Puis, en même temps, de voir ton parcours qui est tellement inspirant. Là, je te dis un beau bravo puis un gros merci. Merci à toi. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.